savez, cette mission Rosetta, 10 ans de croisière, mais 10 ans avant pour la fabriquer, il a fallu la concevoir. Ça fait plus de 20 ans qu'on travaille sur cette mission. Et c'est vrai qu'on y travaille réellement parce que même pendant la phase de croisière, il fallait préparer tout ce qui se passe maintenant. Donc on arrive dans une époque absolument incroyable où ces 20 années se résument dans ces quelques semaines et ensuite ces quelques heures où tout va se passer. Il va falloir descendre, se poser. C'est un moment extraordinairement excitant, d'autant plus que c'est remarquable d'avoir trouvé un site parce que dès qu'on s'est aperçu que ce noyau était très différent de ce qu'on imaginait avec des structures à la surface qui devenaient assez risquées, on n'était pas sûr de trouver tout simplement un site sur lequel on aurait pu trouver une trajectoire qui nous y pose. La première chose à dire, c'est qu'on a trouvé plusieurs sites, dont celui-ci, qui a l'avantage de satisfaire tous les critères qu'on s'était donnés. Critères scientifiques, critères de sécurité, critères de trajectographie. Pour la science, ce qui est remarquable, c'est que tous les instruments que nous avons à bord, on pourra les faire travailler au maximum de leur capacité pendant les tout premiers jours. Et parce que ce site est superbement éclairé, on devrait être même capable rapidement de faire ce qu'on appelle la longue séance, c'est-à-dire de continuer après les 2-3 premiers jours sur une séquence beaucoup plus longue et lente, peut-être sur plusieurs semaines, pour réellement avoir finalement le succès que nous attendons, c'est-à-dire caractériser ce noyau dans sa structure interne, dans ses propriétés globales, dans ses propriétés locales et surtout avoir accès à la composition de ce matériau dont on sait qu'il a pu être fondamental pour l'évolution de l'ensemble du système solaire. Pourquoi le site J et pourquoi une durée de descente de 7 heures? Il faut décrocher l'atterrisseur Philae de Rosetta avec une vitesse relativement faible. Et pour cela, il faut être à une altitude relativement élevée. Et on avait une altitude minimum de 2,5 km. On est là aux alentours entre 15 et 20 km. Donc une durée de descente d'environ 7 heures. Peut-être un peu plus. On va essayer d'optimiser de manière à ce que l'énergie dépensée pendant la descente soit minimum. Il y a d'abord une roue à inertie qui tourne sur elle-même. Il y a un logiciel de vol qui doit être actif. Il y a un certain nombre d'instruments qui seront fonctionnels pendant la descente. On fera des prises de vue, on fera des mesures de magnétisme, etc. Tout cela consomme de l'énergie. Et le moment où on a un maximum de consommation est bien sûr le moment de l'atterrissage avec le lancer des harpons, la tuyère qui plaque Philae sur le sol de la comète. Tout cela demande beaucoup d'énergie. Alors c'était une des raisons du choix du site J. Il va rester suffisamment d'énergie pour faire ce qu'on appelle la première séquence scientifique, c'est-à-dire faire fonctionner l'ensemble des instruments au moins une fois qu'on est posé. On sait depuis longtemps qu'une comète, c'est pour 80% de la glace. Mais les comètes, on le sait aussi depuis maintenant plusieurs décennies, ils ont la propriété que malgré le fait que c'est essentiellement de la glace, ce sont les plus sombres des objets du système solaire. Pourquoi ? Parce que les composés riches de carbone, ce qu'on appelle les composés organiques, ne sont pas des petits composés majoritairement comme du CO2, du CH4. Non, ce sont des macromolécules, peut-être très complexes, peut-être polymérisées, qui ont été formés alors même que le système solaire se formait dans l'effondrement du nuage qui a donné naissance à cela par une chimie extraordinairement particulière. Ce sont des composés qui ont probablement une composition très spécifique et on est à peu près convaincu que ces composés ont pu jouer un rôle majeur ensuite parce que suivant les comètes, dans le moment où elles ont impacté les océans terrestres primitifs, elles ont pu ensemencer, non seulement apporter l'eau, mais ensemencer ces océans avec ces composés. Et c'est peut-être ces composés qui ont été le fameux chaînon manquant qui ont permis l'émergence puis l'adaptation évolutive de la vie.